Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 7 février 2013. À Infomag ce soir, événement à ESHG, la commission scolaire réagit. Des aménagements pour les aînés à l'Ange-Gardien. Marc Carrière sera candidat dans Masson-Angers. Et les Mustangs visent toujours le premier rang. Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici maintenant Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, on revient évidemment sur les événements qui se sont produits mardi à l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Le service de police a finalement réussi à mettre la main au collet de 2 adolescents en début de soirée mardi. On rappelle que vers 12h50, les policiers ont reçu un appel d'un individu qui menaçait de se rendre armé à l'école secondaire Hormidas-Gamelin pour y tuer un étudiant. Rapidement, la direction de l'école a décidé de barrer toutes les portes de l'établissement et de confiner les élèves et le personnel dans leurs locaux respectifs. Les policiers sont rapidement intervenus pour s'assurer de la sécurité des gens qui se trouvaient à l'intérieur de l'école. Ce qu'on sait, c'est que jamais l'accusé n'a réussi à pénétrer dans l'enceinte de l'école. Le confinement a été levé vers 15 heures et les élèves ont pu se rendre à la maison comme à l'habitude. Les 2 adolescents arrêtés sont âgés respectivement de 15 et 17 ans. Ils ont comparu hier à la Chambre de la jeunesse pour y être accusés de menaces de mort. Évidemment, ces événements rappellent étrangement ceux qui se sont produits en avril 2011 à l'école primaire Saint-Laurent, qui est située, on le rappelle, à quelques rues de là. On rappelle que Roch Dagenais avait fait éruption dans l'école lourdement armé et que c'est le courage du personnel et l'arrivée rapide des policiers qui avaient permis d'éviter le pire. Pour les étudiants qui ont vécu les 2 événements et pour leurs parents, la situation de mardi a été particulièrement troublante, d'autant plus que certains médias avaient titré « Présumé tireur à l'école secondaire Hormidas-Gamelin ». Le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, Sylvain Léger, nous dit que des mesures ont été mises en place pour aider ces personnes. Bien, en fait, hier et aujourd'hui, toute notre équipe psychosociale était en place et autant pour notre personnel aussi que nos étudiants ont fait le tour de tous ces étudiants-là. Et de plus, toutes nos absences ce matin ont été revues par notre direction d'école pour par la suite faire des suivis à la maison pour est-ce qu'il y a une problématique, est-ce qu'on doit faire un suivi davantage avec ces familles-là ou les enfants eux-mêmes. Il ne faut pas oublier, dans le moment où tout cela se passe, il y a des textos qui ont été envoyés par des étudiants, naturellement, à des parents où ça prenait des proportions là, un petit peu démesurées, où on entendait des coups de feu, on entendait des cris et tout ça. Et puis, en fait, il n'y avait absolument rien qui se passait à l'intérieur de l'école. Donc, à ce moment-là, notre direction d'école a pris la décision par le porte-voix à l'intérieur de l'école de demander au personnel et aux étudiants de ne pas utiliser texto et pour ne pas alimenter la crise à l'intérieur de l'école. Évidemment, quand des événements comme ceux-là se produisent, la population est en droit de se poser plusieurs questions. Par exemple, la direction de l'école a-t-elle pris la bonne décision en barricadant l'école et en interdisant l'utilisation des cellulaires? Eh bien, un peu plus tard dans le bulletin, j'aurai l'occasion d'en parler avec l'agent Pierre Lantier du service de police de Gatineau. On se transporte maintenant du côté de l'Ange-Gardien. Le conseil municipal a voté une résolution lundi soir dernier pour faire une demande d'aide financière afin de mettre sur pied des infrastructures pour les aînés de la municipalité. Rappelons que l'Ange-Gardien s'est engagé en 2012 dans le programme Municipalité Amis des aînés, ce qui lui permet de demander des subventions pour adapter certaines infrastructures. On voudrait par exemple apporter des améliorations au Parc des Sables, mais également aménager un tout nouveau parc dans le secteur de la rue Mary. Les explications du maire Robert Goulet. Alors, on a essayé de mettre sur pied
petit parc qui servira le besoin, c'est-à-dire peut-être on est en train de plancher sur le projet, là, des cours de shuffleboard, de fer, de pétanque et un abri, un kiosque quelconque là, où ils peuvent se mettre à l'abri du soleil autrement avec des arbres et tout ça et leur permettre de faire, je sais pas, un pique-nique, un dîner entre eux, etc. Alors, quelque chose quand même de base. Et en plus de ça, dans le parc des Sables, on a mis une piste autour du parc. Alors, on planifie également, on est en train de faire la recherche de ce qui est nécessaire, de mettre un petit parcours d'exerciceurs là, pour permettre aux personnes âgées de faire un peu d'exercice et tout ça, et se détendre et se garder en forme. Toujours à l'Ange Gardien, le conseil municipal a renouvelé lundi dernier son entente d'entraide avec la municipalité de Gatineau. Il s'agit d'une entente qui est renouvelée à tous les 3 ans et qui permet à l'Ange Gardien de compter sur les pompiers de Gatineau en cas de sinistre majeur. À nouveau, le maire Robert Goulet. Cette entente-là permet de signer une entente avec Gatineau qui nous octroie la possibilité de faire appel à leurs services en cas de sinistre qui dépasse nos capacités. Alors, si par exemple on est pris dans un sinistre qui nous provient de la rivière ou autrement, ou encore un incendie qui embrase un quartier complet, alors on a une entente signée avec Gatineau, puis qui fait état des coûts associés au déplacement de la machinerie, etc., qui est signée de façon triannuelle, c'est-à-dire à tous les 3 ans, qui nous permet d'assurer notre population la meilleure sécurité possible. Politique municipale maintenant, on sait que le conseiller de Masson-Angers, Luc Montreuil, va avoir au moins un adversaire en novembre prochain. En effet, le commissaire scolaire Marc Carrière a confirmé ce que plusieurs savaient déjà en annonçant qu'il va se présenter comme candidat indépendant. M. Carrière est commissaire depuis 2007 à la commission scolaire au Cœur des Vallées et il représente le secteur de Masson-Angers. Il nous explique pourquoi il a pris cette décision. Peu importe qui sera mes adversaires, écoutez, M. Montreuil a fait des bonnes choses pour le secteur de Masson-Angers, Havre Mitchell aussi. Maintenant, peu importe, comme je viens de dire, en 2008, j'avais dit qu'à court ou moyen terme, j'avais l'intention de me présenter au niveau municipal. Nous sommes rendus au moyen terme, donc j'y serai. Peu importe qui sera mes adversaires politiques. Si l'affrontement doit avoir lieu entre M. Montreuil et moi, avec tout le respect que je lui donne, je serai de la partie. Une des raisons pourquoi je commence tôt, c'est pour faire le plus de portes possible, cogner à tous les portes. Donc, je commence dès la semaine prochaine. Déjà, ce matin, je suis allé déposer ma demande comme électeur qui s'engage à se présenter de façon indépendante à la prochaine élection. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est pour ça que je le fais tôt, c'est pour faire le maximum de portes. Toujours sur la scène municipale, c'est demain que le Parti Action Gatineau va annoncer les détails entourant le premier congrès de son organisation politique. On va annoncer entre autres la date ainsi que les détails du processus qui vont mener à l'élection d'un chef, à l'élection d'un comité de direction, ainsi que l'adoption d'un programme politique. La conférence de presse va avoir lieu dans le secteur Hall demain avant-midi et va être présidée par le président du parti, Patrick Duguay. Notons que les conseillers qui sont membres du parti vont également être présents. La première foire des entreprises de l'Outaouais va avoir lieu ce dimanche à la salle communautaire Yvon Pichette dans le secteur de Angers. On peut noter qu'une quarantaine de petits entrepreneurs de la région vont être présents pour nous présenter leurs produits et leurs services. Les organisateurs souhaitent que ce rendez-vous devienne annuel et qu'il permette à la population de connaître toute la gamme de produits et de services qui sont disponibles chez nous. La foire va avoir lieu entre 9 h et 16 h. L'entrée est libre et les visiteurs vont pouvoir gagner plusieurs prix. Comme on vous le disait un petit peu plus tôt, on revient maintenant sur les événements de mardi dernier à l'école secondaire Hormidas-Gamelin. L'opération qui a nécessité l'intervention de plusieurs policiers et qui a fait la manchette dans les médias laisse plusieurs questions sans réponse. Pour tenter de nous éclairer un peu, j'ai rencontré l'agent Pierre Lantier du service de police de Gatineau un peu plus tôt cet avant-midi dans nos studios. Agent Lantier, merci d'abord de venir nous rencontrer, de venir nous parler un petit peu des événements qui se sont produits mardi à la polyvalente ici là, dans le secteur. D'abord, si on faisait le fil des événements, pouvez-vous nous dire comment
tout ça s'est déroulé? Oui, ça a débuté vers 12h50, peut-être quelques minutes avant, mais vers 12h50, le service de police a reçu un appel pour un possible suspect, possiblement même armé, qui aurait tenu des propos de menaces de mort envers une victime, qui serait possiblement en route vers l'école Hormidas-Gamelin, dans le but de s'en prendre justement à sa présumée victime. Donc, c'est vraiment le service de police qui a reçu l'appel. Donc, au moment où l'appel a été logé, est-ce que vous pouviez à ce moment-là savoir déjà que le suspect n'était pas à la polyvalente et qu'il s'y rendait peut-être? Oui, c'est effectivement ça. C'est certain que l'école avait déjà été mise au courant quelques minutes avant de ce qui se produisait. Mais cependant, à 12h50, on a reçu l'appel. Donc, on a mis immédiatement en place les ressources nécessaires. Plusieurs policiers étaient en route pour se rendre à l'école Hormidas-Gamelin. On a parlé évidemment d'un confinement, les élèves qui ont été confinés dans leur classe, mais question peut-être de rendre les choses un petit peu plus claires. Qui prend la décision là, de confiner les élèves? Est-ce que c'est le service de police? Normalement, c'est les autorités de l'école. C'est certain que souvent, ils vont nous consulter, mais dans un cas, si on parle d'un tireur actif qui est déjà sur les lieux, c'est certain que le confinement est pris, la décision est prise immédiatement par la direction de l'école. Dans ce cas ici, c'est certain qu'avant qu'on arrive à l'école, les portes étaient déjà verrouillées, ce qui est très bien, qui a été fait par la direction de l'école. Et les policiers, en collaboration justement avec la direction de l'école, l'école aurait décidé justement d'appliquer le confinement des étudiants pour la sécurité de tous. Évidemment, ce n'est pas sans rappeler les événements qui se sont produits en 2011 à l'École Saint-Laurent. Il y a des élèves qui étaient à l'École Saint-Laurent en 2011 et qui se retrouvent actuellement à la polyvalente, qui ont vécu les deux situations. Comment, comme parents, quand on entend ce qui se passe, parce que ce qu'on a entendu à une certaine radio, c'est qu'il y avait un possible tireur à la polyvalente. Comment on peut en arriver à des textes comme ceux-là? Il faut faire très attention. C'est certain que la technologie va très vite aujourd'hui. On parle de cellulaire, de textos, ces choses-là. Nous, lorsqu'on forme les commissions scolaires, lorsqu'on forme les directions d'école, même les élèves, c'est capital de ne jamais utiliser votre cellulaire à moins d'une question de vie ou de mort. Le silence dans un cas semblable est capital. Ça peut attirer, lorsqu'on utilise notre cellulaire ou que nos parents nous appellent sur le cellulaire, ça peut attirer l'attention du tireur actif. Le tireur actif, lui, lorsqu'il passe devant les portes, c'est certain que le bruit va attirer son attention. S'il n'y a pas de bruit dans une classe et la porte est verrouillée, il va tout simplement continuer tout droit en temps normal. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais juste pour revenir sur le dossier de Buckingham, le tireur n'a jamais été dans l'école ni près de l'école. Il faut quand même faire attention à ça. Donc, le tireur n'est pas dans l'école, mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Les élèves qui sont à l'intérieur ne le savent pas non plus. Et on sait que depuis quelque temps à Jean-Lanty, et c'est pas seulement à Buckingham, ça se passe, on en entend beaucoup parler aux États-Unis. Les médias qui en font leur chou gras, les médias en continu, on en parle, on en parle, on en parle. L'émission 19.2, évidemment dont on a beaucoup parlé, qui s'est passée dans une école. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de folie collective qui est en train de s'installer avec ces possibles cas de violence-là dans les écoles? Bien, c'est certain que c'est d'actualité. Malheureusement, on voit tout ce qui se passe aux États-Unis. Il y a eu l'événement Dawson à Montréal également, Saint-Laurent, vous l'avez dit. L'émission 19.2, c'est certain que ça soulève beaucoup de questionnements. Moi, je pourrais vous dire qu'au niveau de Gatineau, au niveau de l'ensemble des commissions scolaires et des écoles, les gens sont formés. On est quand même beaucoup préparés si un événement majeur pourrait survenir. C'est certain que c'est du cas par cas. Mais il faut faire attention. Je ne dirais pas que ça va donner des idées, le fait que ça passe à la télé ou ces choses-là, mais il faut faire attention. Nos gens sont formés, la plupart des écoles sont formées au risque de se répéter. Donc, il faut appliquer à la lettre lorsqu'il y a un cas de tireur actif possible, comme l'école Hormidas-Gamelin a fait, étant donné que le suspect s'en allait vers l'école, qui ont très bien agi d'ailleurs. On ne prend aucune chance. C'est la sécurité de tous qui va être importante dans un dossier semblable. Et on apprenait hier que bon, le suspect ne s'est jamais rendu à l'école. Vous l'avez arrêté en début de soirée. En fait, vous avez arrêté deux jeunes, deux adolescents. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces adolescents-là? Ou qu'est-ce qui se passe actuellement avec ces adolescents-là?
Je sais qu'on parle d'on a arrêté un étudiant de 15 ans et un autre de 17 ans qui ne fréquentait pas l'école. Ils ont été accusés de menaces de mort. Ils ont comparu à la Chambre de la jeunesse au niveau là, du palais de justice de Gatineau. Malheureusement, je n'ai pas les informations à savoir s'ils ont été libérés avec des conditions, mais le dossier suit son cours et l'enquête, comme de raison, se poursuit toujours dans un dossier semblable. Agent Lantier, merci du temps que vous nous avez consacré et on va souhaiter que des événements comme ça ne se reproduisent plus, qu'on ne soit pas obligé de vous inviter pour nous parler d'autres événements. Effectivement, merci. Merci infiniment. Alors bonjour, ici Émilie Charon-Pilote pour la chronique communautaire. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Annie Castonguay, qui est de Vallée Jeunesse. Bonjour, Mme Castonguay. Bonjour. D'abord, parlez-nous en général de Vallée Jeunesse. C'est quoi la mission de l'organisme? Vallée Jeunesse, on travaille en prévention du décrochage scolaire et social sur tout le territoire de l'Outaouais. Puis on a des volets scolaires, dont un ici à Buckingham, puis un à Maniwaki, Hull et Gatineau. On a également une ressource d'hébergement pour les jeunes de 16 à 20 ans, puis on a différents programmes d'employabilité également. Et, de ce que j'ai pu comprendre, vous êtes carrément présent dans les écoles. Qu'est-ce que font les intervenants dans les écoles? Nous, on a un point de service qui est en dehors des écoles, qui fait en sorte que les élèves qui sont plus capables de fréquenter les écoles vont dans ces points de service-là pour travailler leur comportement, pour ensuite réintégrer l'école régulière. Puis parlez-nous un peu aussi du projet Belvédère. Le projet Belvédère, c'est une ressource d'hébergement en prévention de l'itinérance. C'est pour les jeunes de 16 à 20 ans, en collaboration avec les centres jeunesse de l'Outaouais, pour éviter que les jeunes à 18 ans se retrouvent dans la rue à la fin d'un séjour et viennent travailler leur autonomie pour partir en appartement. Excellent. Donc, vous avez un groupe de connexion compétences qui vient tout juste de démarrer au début février. Quelle est la mission de ce programme-là? La mission, c'est de développer l'employabilité pour les jeunes de 16 à 30 ans. Ils viennent travailler leurs compétences à l'emploi. Ils travaillent en cuisine d'établissement, qui est notre cuisine pour notre ressource d'hébergement, puis en l'entretien du bâtiment également, soit la peinture, le ménage, tout ce qui est entretien de bâtiment. Très intéressant. Donc, vous travaillez vraiment à les habituer à retourner sur le marché du travail. Retourner ou faire un premier envol au marché du travail, ou c'est pour des jeunes que c'est difficile de garder un premier emploi, parce que c'est difficile, par exemple, de se lever le matin, respecter son patron. Si on a eu de la misère à respecter son enseignant à l'école, c'est pas parce qu'on a une paie que ça va être plus facile de respecter son patron. Donc, c'est de travailler toutes ces capacités-là à l'emploi. Puis, depuis septembre, vous avez un nouveau programme qui a commencé pour les 14-17 ans. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Oui, c'est un projet en collaboration avec les commissions scolaires pour des jeunes qui ne fonctionnent plus dans nos volets scolaires. C'est-à-dire que leur comportement est encore plus dérangeant. Donc, nous, on travaille vraiment au niveau des habiletés sociales, soit par l'activité physique, soit par des ateliers en cuisine, des ateliers au niveau comment apprendre à peinturer, tout ça, des ateliers d'art également. Donc, c'est vraiment travailler les habiletés sociales pour ensuite retourner à l'école ou sur le marché de l'emploi. Excellent. Bien, je vous remercie, Mme Castonguay, pour votre temps. Merci beaucoup. Puis félicitations pour le beau travail que vous faites dans la communauté. Merci. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote pour la chronique communautaire. Et pour nous parler sport, cette semaine, on reçoit Olivier Beauregard. Olivier, on commence immédiatement avec les Mustangs en fin de saison et on vise toujours le premier rang. Oui, ça va vraiment bien pour les Mustangs cette année. On a été pratiquement au premier rang tout le long de la saison. Là, maintenant, on est devancé par les Canadiens d'Ottawa par 5 points. Par contre, ils ont un match de plus que les Mustangs de Gatineau. Chose qui est très importante, les Mustangs ont réussi à remporter un match face à eux la semaine dernière par la marque de 7-5. Donc, c'est quand même, ça laisse prévoir un bon présage là, pour la formation. On sait que ce soir, c'est le dernier match sur la route pour les Mustangs. On va aller affronter une équipe du côté de Clarence, si je ne me trompe pas. Donc, ça va être un match qui va être important pour les Mustangs de Gatineau parce que si on va chercher ces points-là, on peut s'approcher
justement des Canadiens, et on sait qu'on va réaffronter les Canadiens demain à l'Arena de Buckingham ici. Donc, c'est une saison qui va très bien pour les Mustangs encore une fois. On sait que l'année passée, on a été un petit peu déçus justement du dénouement de la saison. On s'attendait peut-être à remporter le fameux trophée. Ça n'a pas été concluant pour eux. Par contre, cette année, on a des gardiens qui vont très, très bien. Je pense entre autres à Jean-Philippe Charbonneau. Jean-Philippe Charbonneau, lui, par contre, s'est blessé contre le match face à l'équipe Canada féminin. Là, on espère qu'on va pouvoir le revoir pour les séries éliminatoires, mais Jean-Philippe Giroux, lui, va être là et a la deuxième meilleure moyenne de la conférence métro. Donc, ça va être intéressant. Ça va être un match important ce soir, mais d'autant plus demain à l'Arena de Buckingham ici. Et c'est des matchs de 4 points parce que les Canadiens qui devancent par 5 points, on remporte le match de ce soir, on remporte le match de demain et on est presque à égalité. Donc, on va suivre les matchs de près, d'autant plus que la première place signifie l'avantage des séries. L'avantage de la glace, exactement. Puis, on a parlé avec le président, M. Luc Mauserol. Lui, il disait, c'est pas nécessaire, mais par contre, on va le prendre si ça l'arrive, puis on va être content, puis on va tout faire pour y arriver à la première position. C'est toujours bien de commencer les séries à la maison, puis d'avoir l'avantage de la glace dans un affrontement peut-être entre les Canadiens et les Mustangs. Oh, que ce serait du bon hockey. Alors, on va suivre ça de très près, effectivement. En fin de semaine dernière, c'était la deuxième fin de semaine du tournoi de hockey de Masson-Angers. Est-ce qu'on a des équipes de la région qui se sont distinguées? Bien, ça a été présenté à l'Arena Robert Rochon, justement. Le tournoi a mis à l'honneur des équipes de niveau Atome A, Pee-Wee A également, Bantam et Midget. On sait que ça a été, il y avait 3 formations de l'Outaouais qui ont atteint les finales dans leurs catégories respectives. Dans un tournoi à 3 équipes, les Sharks de la Lièvre, malheureusement, ont dû se contenter de la médaille d'argent. Les Bruins de Delta, qui, eux, étaient vraiment très forts pour la catégorie. Les Bruins de Delta de Laval, eux, ont remporté l'or, inscrivant 14 buts. Et attention, concédant seulement qu'un seul but pendant leurs 3 matchs. Donc, ça a été une formation qui était vraiment forte pour ce tournoi-là. En Atome C, les Lions de Pontiac ont pris leur revanche face au Bastion de Blainville après avoir perdu 4-3 en fusillade. Lors de la ronde préliminaire, ils ont réussi à revenir et les défaire 3-2. Donc, ça a été des matchs intéressants. Ça a été un tournoi qui a bien été. La compétition s'est conclue avec les clubs midget, les Stars de Charlemagne, le Gardeur et l'Assomption, qui ont été sacrés champions du tournoi grâce à un blanchage de 7-0 sur les Castors de la Lièvre de Gatineau. Alors, évidemment, félicitations à tous ceux qui travaillent à l'organisation de tournois mineurs parce que c'est vraiment beaucoup d'ouvrage. C'est des gros week-ends pour organiser des tournois comme ça, surtout qu'il y a des équipes qui viennent d'un peu partout, de régions différentes. Donc, c'est des gros week-ends. Puis, si on n'avait pas de bénévoles, ça ne fonctionnerait pas. Olivier, on sait à quel point vous aimez les Olympiques. Vous les suivez d'ailleurs depuis le début de la saison. On vient d'atteindre la marque des 500 en battant pas n'importe quelle équipe, les Remparts de Patrick Roy. Il y a certaines mauvaises langues qui vont dire que les Olympiques ont réussi à battre une formation qui ne va plus bien du tout parce qu'on le sait. Il y a eu le départ de Mikhail Grigorenko. On a décidé d'échanger Kucherov en début d'année aux Huskies de Rouyn-Noranda du côté de Québec en pensant que Grigorenko allait rester dans la formation justement parce qu'il y avait un lockout. Par contre, on s'est fait prendre par surprise. Patrick Roy a perdu son pari. Grigorenko est resté avec les Sabres de Buffalo. Et là, ça va plus mal qu'on pensait pour la formation. On a un gars comme Anthony Duclair qui on a même empêché de jouer parce qu'on disait que son comportement n'allait pas bien. Puis c'est un gars qui a vraiment tous les atouts pour faire la Ligue nationale. Donc, ça a été un affrontement, ça a été chaudement disputé, ça a fini 4-3 en faveur des Olympiques. Les Olympiques qui ont amené maintenant leur fiche à 500 avec 24 victoires et 24 défaites. Roch Régimbal, un attaquant de 20 ans, il a fait partie de pas mal toutes les rumeurs de transactions pendant la période des fêtes qu'on entendait chez les Olympiques. Benoît Gros a pris la décision de le garder. Ça a été une bonne décision parce que lui a débloqué, a marqué son 20e but pendant ce match-là avec un but et 2 passes. Donc, Roch Régimbal, vraiment, c'est un leader, c'est un gars de la région. Puis il a réussi à justement amener son équipe vers une victoire. C'est une semaine qui va être très importante pour les Olympiques parce qu'on a battu Québec, tant mieux, mais là, on affronte vendredi l'Armada de Blainville-Boisbriand, une puissance dans la Ligue. Et par la suite, on va se rendre à Victoriaville dimanche pour affronter les Tigres. Ça va être un autre match qui va être très important pour les Olympiques parce que tu ne veux pas finir en bas du 11e ou 10e rang. Parce que si tu affrontes les 5 premières équipes de la Ligue, ça va toujours mal un petit peu. C'est toujours plus difficile.
Donc, on souhaite que les Olympiques réussissent à atteindre le 11e, 10e rang et peut-être nous impressionner en séries éliminatoires. Avec ce qu'on appelle depuis fort longtemps l'effet Benoît Gros, Ouais. j'imagine que c'est probablement ce qui dessine à l'horizon pour les Olympiques. Absolument, puis on trouvait ça spécial parce qu'on se dit tout le temps, avec le mauvais début de saison qu'on a connu cette année, l'an passé, on a connu une saison de misère. Pourquoi Benoît Gros est toujours derrière le banc? Mais c'est parce que c'est Benoît Gros. C'est la même chose pour Patrick Roy à Québec. Voilà. On parle maintenant ski de fond, le club des Renards Blancs qui est ici, là, on le sait, dans le secteur de l'Ange Gardien, qui prépare son défi ski de fond et raquettes en fin de semaine. Oui, il prévoit tenir sa journée samedi, le 9 février. La même journée, en soirée, vers 19h, il va y avoir une randonnée familiale sous les étoiles. Donc, c'est vraiment une journée complète. Vous pouvez vous rendre au stationnement du chemin Zinki. À noter que le stationnement est gratuit également. Il va y avoir un goûter disponible après le relais. C'est vraiment une belle journée. On attend des précipitations de neige. Voilà, on les attend. Donc, on espère justement que ça peut jouer en la faveur du groupe des Renards Blancs. On rappelle que les pistes sont ouvertes. Les conditions devraient être très, très bonnes en fin de semaine et c'est gratuit avec la carte Accès Gatineau. Donc, c'est une journée familiale là, qu'on va se souvenir longtemps. Si vous voulez des informations, il y a le site Internet au www.skidefondlesrenardsblancs.com. Donc, tous les détails sont là. Puis, c'est ce samedi, le 9 février. Ça va être une belle journée. Mais on n'a pas besoin d'attendre à ce samedi. On peut aller là, en tout temps. Le Club des Renards Blancs, c'est vraiment un beau club, des belles pistes pour les amoureux du ski de fond et de raquettes. Écoutez, on a eu une pas très bonne nouvelle, si on veut, cette semaine, avec le site des Aventures La Flèche qui est fermé temporairement. Oui, mais on connaît déjà la difficulté financière que vivaient les Cavernes La Flèche. Ça avait été annoncé un petit peu plus tôt cette année. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a été obligé de fermer le site pour une période indéterminée. On génère plus de profit pour les Aventures La Flèche. C'est un petit peu décevant parce que là, c'est un attrait touristique qui est important dans la région. On avait, jadis, là, on avait beaucoup de groupes, d'écoles qui allaient faire justement des expéditions là-bas. Malheureusement, ça va de mal en pire. Et là, présentement, on a décidé de fermer le site pour une période indéterminée. Ce qu'on souhaite, c'est justement peut-être un retour éventuel, trouver de nouvelles stratégies justement pour peut-être ramener un petit peu cette caverne-là qui, il faut le rappeler, vieille de 20 000 ans. C'est un monument dans la région. Oui, tout à fait. Alors, on va souhaiter qu'on puisse trouver des bailleurs de fonds, que ça puisse s'améliorer au fil des années. Plein air, c'est le deuxième week-end de Bal de neige. On sait qu'on a eu un petit peu de difficulté la semaine dernière, fermeture du canal Rideau. On a eu chaud. Oui, voilà. Mais ça se passe bien et il y a plein d'activités qui s'en viennent en fin de semaine également. Absolument. On a, comme vous l'avez mentionné, Michel, on a vraiment eu chaud parce que vendredi dernier, c'était la première fois depuis plusieurs années que Bal de neige ne commençait pas le vendredi. On n'a pas eu des belles conditions. Donc, ça a commencé samedi. Finalement, on a réouvert une partie du canal Rideau. Ça s'est bien passé. Et là, les conditions se sont améliorées, grandement améliorées. On a pu avoir accès justement aux fameuses glissades de neige, aux statues de glace. Donc, ça se poursuit en fin de semaine, deuxième week-end. Et encore une fois, ça risque d'être un beau week-end. Les conditions vont être là. Donc, on vous invite à aller faire un tour. Ça, c'est un autre événement qui est à ne pas manquer dans la région. Depuis plusieurs années, c'est là. Puis cette année, là, je peux le dire, on a vraiment eu chaud le week-end dernier parce que ça aurait été dommage qu'une tradition comme ça ne fonctionne pas. Mais on annonce un très beau week-end, on annonce du soleil, on annonce des températures clémentes, donc il n'y a pas de raison de ne pas se rendre sur le canal Rideau. Ou du ski, oui. Ouais, ou dans le coin là, du parc Jacques-Cartier dans le secteur Roll. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu nous rencontrer, remplacer François Croteau à pied levé. Merci. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. En terminant, je voudrais offrir nos sympathies à François Croteau qui a eu la douleur de perdre sa mère. C'était ses funérailles aujourd'hui. Mon nom est Michel Pilote. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très bonne soirée sur nos ondes. On se revoit mardi prochain pour une autre émission d'Infomag. Merci. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre.
Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. De plus en plus, notre faune voit ses habitats touchés par les activités humaines. Depuis plus de 20 ans, la Fondation de la faune du Québec appuie des centaines d'organismes qui viennent en aide à cette richesse inestimable. Près de 5000 projets ont ainsi été mis en œuvre. Aidez-nous à continuer notre action. La faune du Québec a plus que jamais besoin de vous.